L'assiette en porcelaine trembla sur le plateau. Non pas à cause du poids. Lorraine avait porté des plateaux 3 fois plus lourds au cours des 8 derniers mois. Mais à cause de la façon dont cet homme la regardait. Comme si elle était invisible. Comme si elle valait moins que l'air qu'il respirait. Le salon privé du Majestic Crown brillait sous des lustres en cristal importés d'Autriche. Chaque table coûtait plus cher à réserver que ce que Lorraine gagnait en un mois entier. Les murs étaient revêtus d'acajou foncé, et l'odeur des vins chers se mêlait au parfum français des femmes présentes. C'était un monde auquel elle n'appartenait pas. Du moins, c'est ce que tout le monde semblait penser. Lorraine ajusta le tablier blanc sur son uniforme noir et marcha vers la table principale. Ses chaussures faisaient un bruit discret sur le marbre italien. Elle avait appris à marcher en silence, à ne pas déranger, à être simplement une ombre efficace qui apparaissait et disparaissait selon les besoins des clients. Il y avait un art dans cela. Un art douloureux. Cette nuit-là, le restaurant était rempli d'hommes d'affaires et d'investisseurs. Des hommes en costume sur mesure discutaient affaires tandis que des femmes en robe coûtant l'équivalent d'une voiture populaire souriaient poliment. Lorraine connaissait bien cet environnement. Elle avait déjà fréquenté des endroits similaires auparavant. Mais maintenant, elle était de l'autre côté du comptoir. La table qu'elle devait servir se trouvait au centre du salon. Un homme d'environ 45 ans occupait la tête de table. Cheveux gris coiffés en arrière, montre valant certainement plus qu'une maison, et ce sourire qu'elle connaissait trop bien. Le sourire de celui qui n'a jamais eu à se battre pour rien dans la vie. À côté de lui, 3 hommes d'affaires asiatiques parlaient à voix basse. Lorraine reconnut immédiatement l'accent. Japonais. Probablement des investisseurs de Tokyo ou Osaka. Elle le savait non par intuition, mais par connaissance technique. Une connaissance que personne là-bas n'imaginait qu'elle possédait. Excusez-moi, monsieur. Votre apéritif. Lorraine posa l'assiette sur la table avec des mouvements précis, gardant la posture droite et le regard neutre. Elle avait appris que toute expression faciale pouvait être interprétée comme un manque de respect. Mieux valait ne pas prendre de risques. L'homme ne la regarda même pas. Il continua à parler aux investisseurs des marges bénéficiaires et de l'expansion sur le marché asiatique. Lorraine commença à s'éloigner quand sa voix la retint. « Attendez !» Elle s'arrêta. Se tourna lentement. « Oui, monsieur. » L'homme l'examina de haut en bas, comme s'il évaluait un objet dans une vitrine. « Parlez-vous une autre langue que l'anglais ?» La question était chargée de mépris. Lorraine sentit son estomac se serrer, mais garda une expression sereine. « Oui, monsieur. Je parle espagnol. »« Espagnol. » Il répéta le mot avec un rire court. « Bien sûr. Vous parlez tous espagnol. » La façon dont il prononça « vous » montrait clairement ce qu'il voulait dire. Lorraine serra ses doigts autour du plateau vide. Un des investisseurs japonais fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. Mais il ne dit rien. Personne ne disait jamais rien. L'homme s'adossa à sa chaise, croisant les bras. « Savez-vous combien je paie pour ce repas ? 3 000 $. Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'ici, nous avons des standards. De la classe. Quelque chose qui… » Il fit une pause volontaire, laissant l'insulte flotter dans l'air. Lorraine avala difficilement. Ses genoux tremblèrent, mais elle ne bougea pas. Elle ne pouvait pas bouger. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de ce salaire misérable pour payer les factures de l'hôpital. Pour couvrir les médicaments dont sa mère avait besoin. Pour survivre encore un mois. Je m'appelle Charles Donovan. L'homme annonça cela comme s'il révélait quelque chose d'important. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Donovan Industries. 6 milliards d'actifs. Il attendit une réaction qui ne vint pas non. Eh bien, cela ne me surprend pas. Les autres clients commencèrent à prêter attention à la scène. Lorraine sentit tous les regards converger vers elle. Le salon devint plus silencieux. Même la musique d'ambiance semblait avoir baissé de volume. Charles prit son verre de vin et en but une gorgée lente, savourant non seulement la boisson, mais aussi le moment. « Vous savez, je suis venu ici aujourd'hui pour impressionner mes partenaires commerciaux. Ils viennent du Japon, vous comprenez ? Culture sophistiquée. Éducation raffinée. Et je voulais montrer qu'ici, aux États-Unis, nous avons aussi notre classe. » Il fit une pause dramatique. Lorraine savait ce qui allait suivre. Elle avait déjà vécu des versions de cette scène auparavant. Dans des grands magasins, lorsque des agents de sécurité la suivaient dans les rayons. Dans des banques, lorsque des employés doutaient qu'elle était réellement titulaire du compte. À l'université, lorsque des professeurs invités présumaient qu'elle était la femme de ménage et non la conférencière invitée. « Mais alors je vous regarde, » continua Charles, « et je me demande, comment un restaurant de ce niveau peut-il engager quelqu'un d'aussi inadapté à l'environnement ?
Un silence lourd tomba sur le salon. Lorraine sentit des larmes lui brûler les yeux, mais cligna rapidement pour les chasser. Pas ici. Pas maintenant. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Monsieur, s'il y a un problème avec mon service, commença Lorraine, mais fut interrompue. Problème. Charles rit fort. Oh, ce n'est pas un problème. C'est une curiosité. Voyez-vous, je pensais que, puisque nous sommes dans un établissement international, pourquoi ne pas faire un test? Un défi, si vous préférez. Il se pencha en avant, et Lorraine vit l'éclat cruel dans ses yeux. Elle connaissait cet éclat. C'était le regard de quelqu'un sur le point d'écraser quelqu'un pour son simple divertissement. Je vais vous offrir quelque chose. Charles ouvrit son portefeuille et en sortit une liasse de billets. Il commença à compter à voix haute, posant chaque billet sur la table. 10 000, 20 000, 50 000. Il continua d'empiler l'argent pendant que tous regardaient, hypnotisés. 200 000 $. La pile d'argent semblait obscène là, sur la nappe en lin blanc. 200 000 $. Assez pour payer toutes les dettes de l'hôpital. Assez pour garantir le traitement de sa mère pendant les 2 prochaines années. Assez pour tout changer. Tout cet argent est à vous, annonça Charles en ouvrant les bras de manière théâtrale, si vous me servez en mandarin. Parfait, fluide, impeccable. Comme ces messieurs ici méritent d'être servis. Les investisseurs japonais échangèrent des regards. L'un d'eux commença à protester, mais Charles le fit taire d'un geste. C'est simple, poursuivit-il. Vous décrivez chaque plat du menu. Les origines, les ingrédients, la préparation. Tout en mandarin. Si vous réussissez, l'argent est à vous. Sinon, il haussa les épaules. Eh bien, au moins ce sera une leçon pour connaître votre place. Lorraine regarda l'argent. Puis Charles. Puis les visages embarrassés autour de la table. Elle pouvait simplement partir. Elle aurait dû partir. Mais il y avait quelque chose dans ce moment qui transcendait l'argent ou l'orgueil. Il y avait une vérité qui devait être révélée. Une vérité que Charles Donovan et des gens comme lui ne pourraient jamais voir à moins qu'elle ne soit montrée de manière indéniable. J'accepte, dit calmement Lorraine. Charles sourit victorieux. Excellent. Alors commencez. Montrez-nous votre mandarin. Lorraine respira profondément. Elle posa le plateau sur une table auxiliaire. Redressa les épaules. Et quand elle ouvrit la bouche, ce qui en sortit fut quelque chose que personne dans ce salon n'oublierait jamais. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre. Les premiers mots sortirent de la bouche de Lorraine comme une mélodie. Doux, précis, chargé d'une musicalité qui fit tourner toutes les têtes dans le salon. Ce n'était pas le mandarin basique de quelqu'un qui avait appris des phrases par cœur. C'était une maîtrise absolue. Commença Lorraine, sa voix claire et confiante. Les yeux des investisseurs japonais s'écarquillèrent. L'un d'eux laissa tomber sa fourchette sur l'assiette avec un tintement métallique. Charles fronça les sourcils. Il s'attendait à un bégaiement, une hésitation, un échec. Pas à ça. Définitivement pas à ça. Lorraine continua, décrivant le premier plat du menu avec une précision qui allait au-delà de la traduction. Elle expliquait l'origine du canard laqué, mentionnait la dynastie Ming, la technique spécifique de préparation à Pékin, la différence entre la méthode traditionnelle et les variations modernes. Ses mains se déplaçaient gracieusement en parlant, ponctuant chaque phrase de gestes subtils qui démontraient non seulement sa maîtrise de la langue, mais une connaissance profonde de la culture. Un des investisseurs se pencha en avant, complètement absorbé. Il posa une question en mandarin, testant. Il voulait connaître les différences régionales dans la préparation du riz. Lorraine répondit sans hésiter, alternant entre le mandarin standard et le cantonais, expliquant les variations de Guangdong, Sichuan et Fujian. Le visage de Charles commença à perdre de sa couleur. Il regarda autour de lui, cherchant le moindre signe que tout cela n'était qu'un truc, une mise en scène. Mais les investisseurs étaient réellement impressionnés. L'un d'eux sourit même et hocha la tête en signe d'approbation. « Attendez, attendez », interrompit Charles en levant la main. « N'importe qui peut mémoriser quelques phrases. Cela ne prouve rien. » Lorraine s'arrêta. Elle se tourna vers lui avec un calme troublant. « Monsieur, souhaitez-vous que je continue en cantonais? Ou préférez-vous que j'explique les différences phonétiques entre les dialectes de Shanghai et de Hong Kong ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Charles ouvrit la bouche, mais d'aucun mot ne sortit. Il ne s'attendait pas à être défié en retour. Des gens comme Lorraine ne défiaient pas des gens comme lui. C'était ainsi que le monde fonctionnait. Cela avait toujours été le cas. En fait, continua Lorraine, sa voix coupant l'air comme une lame tranchante, je peux expliquer en japonais à vos invités,
puisque j'ai remarqué que vous avez commis quelques erreurs embarrassantes en essayant de les saluer plus tôt. Un des investisseurs japonais laissa échapper un rire étouffé. Il se dissimula rapidement derrière une toux, mais le mal était fait. Charles sentit la chaleur monter dans son cou. Il avait essayé d'impressionner les Japonais avec quelques phrases apprises par cœur, et apparemment avait dit quelque chose de faux. Cette serveuse l'avait remarqué. Et pire, elle l'avait mentionné publiquement. « Vous n'avez pas le droit de m'humilier », siffla Charles en se levant de sa chaise. Sa voix monta d'une octave. « Savez-vous qui je suis ? Savez-vous combien de personnes dépendent d'un mot de ma part pour garder leur emploi ?» Lorraine ne recula pas. « Je sais exactement qui vous êtes. Charles Donovan. Donovan Industries. Vous avez hérité de l'entreprise de votre père à 28 ans. Depuis, vous avez licencié 3000 employés lors de restructurations qui n'ont servi qu'à gonfler les profits à court terme et vos propres bonus. » L'information tomba comme une bombe. Les gens aux tables voisines commencèrent à chuchoter. Comment une simple serveuse savait-elle tout cela? Charles sentit le contrôle de la situation lui échapper entre les doigts comme du sable. « Vous ne savez rien aux affaires, » grogna-t-il. « Vous ne connaissez pas la pression, les décisions difficiles. » « Décisions difficiles ?» interrompit Lorraine. Sa voix resta calme, mais un courant de colère tenue se faisait sentir sous la surface. Comme la décision de couper l'assurance santé de 2000 employés tout en achetant votre 4e yacht, ou la décision de fermer l'usine à Détroit, laissant des familles entières sans ressources, parce que produire en Asie était moins cher. Charles fit un pas en avant, menaçant. « Faites attention à ce que vous dites. Je peux vous poursuivre pour diffamation. » « La diffamation exige que les informations soient fausses, » répondit Lorraine. « Tout ce que j'ai mentionné est public. C'est dans les registres de l'entreprise, dans les rapports annuels que vous signez, mais que vous ne lisez probablement jamais. » Un homme à une table proche sortit son téléphone et commença à filmer. Puis un autre. Et un autre encore. En quelques secondes, au moins 6 personnes filmaient la scène. Charles regarda autour, réalisant trop tard qu'il avait perdu l'audience. Les investisseurs japonais conversaient à voix basse. Lorraine comprenait chaque mot. Il disait qu'il devrait peut-être reconsidérer l'accord avec Donovan Industries, que ce comportement révélait un manque de caractère, qu'ils ne voulaient pas associer leur marque à quelqu'un d'aussi arrogant et irrespectueux. « Vos partenaires revoient leur opinion sur faire affaire avec vous, » dit calmement Lorraine en anglais. Ils ont mentionné quelque chose à propos de l'intégrité corporative. Charles se tourna vers les Japonais. Que dit-elle? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Il essaya de sourire, mais cela ressemblait plus à une grimace désespérée. Un des investisseurs se leva, fit une révérence polie vers Lorraine, puis regarda Charles avec une expression qui n'avait pas besoin de traduction. Déception, mépris, désintérêt. Les 3 hommes quittèrent la table et se dirigèrent vers la sortie. « Attendez, nous pouvons en discuter. » Charles courut après eux, mais fut complètement ignoré. Ils disparurent par la porte, emportant un contrat de 50 millions de dollars. Quand Charles revint à la table, son visage était rouge de colère. Il agrippa fermement le bras de Lorraine. « Vous avez détruit ma négociation. Vous allez me le payer. » Lorraine regarda sa main sur son bras. Puis elle le regarda droit dans les yeux. « Retirez votre main. Maintenant. » Il y avait quelque chose dans sa voix. Une autorité qui ne correspondait pas à son uniforme de serveuse. Charles lâcha prise, plus par surprise que par obéissance. « Vous m'avez offert 200 000 dollars pour parler mandarin, » dit Lorraine. « J'ai parlé. Mieux que cela, j'ai parlé avec rigueur académique, connaissances culturelles et fluidité native. L'accord est respecté. » Charles laissa échapper un rire amer. « Vous croyez vraiment que je vais payer, après ce que vous venez de faire ?» Lorraine attrapa la pile d'argent sur la table. « Vous allez payer parce que chaque personne ici a tout enregistré. Parce que demain cela sera sur Internet. Et parce que si vous ne payez pas, vous ajouterez une nouvelle tâche à votre réputation déjà douteuse. » Elle compta l'argent méthodiquement. 200 000 dollars exacts. Puis elle plia les billets et les rangea dans la poche de son tablier. Le gérant du restaurant apparut, attiré par l'agitation. « Y a-t-il un problème ici ?»« Aucun, » répondit Lorraine avant que Charles ne puisse parler. « Je finalise simplement un accord commercial. » Monsieur Donovan était sur le point de partir. Charles regarda autour. Les caméras, les visages accusateurs, l'argent qu'il venait de perdre par orgueil et arrogance. Il voulait crier, menacer, détruire. Mais il savait qu'un mot de plus ne ferait qu'aggraver sa situation. Il prit son manteau,
lança un dernier regard venimeux à Lorraine et sortit du restaurant en marchant lourdement. Lorraine resta là un moment, le cœur battant fort. Puis elle respira profondément et retourna à la cuisine. Elle avait encore d'autres tables à servir. Et surtout, elle avait 200 000 $ qui allaient tout changer. Lorraine s'assit au bord du lit de l'hôpital, tenant la main froide de sa mère. La femme dormait, enfin en paix après des jours de douleur insupportables. L'argent était arrivé à temps. Les 200 000 $ garantiraient non seulement le traitement, mais aussi les soins appropriés, les meilleurs médicaments, une véritable chance de rétablissement. « Tu as fait quelque chose de mal, ma chérie. » La voix faible de sa mère la surprit. Lorraine n'avait pas réalisé qu'elle s'était réveillée. « Non, maman. J'ai fait quelque chose de bien. Enfin. » La femme serra légèrement sa main. « Tu as toujours été si intelligente. Depuis toute petite. Tu te souviens quand tu as appris le français toute seule à 10 ans? Juste parce que tu voulais lire Les Misérables dans la langue originale ?» Lorraine sourit. C'étaient des souvenirs d'un autre temps. D'une autre vie. Avant que tout ne s'effondre. Il y a 3 ans, Lorraine était docteur lorrainais, PhD en linguistique computationnelle au MIT. Spécialiste de la dialectologie sino-tibétaine. Auteur de 2 ouvrages académiques sur les structures phonétiques comparatives. Elle donnait des conférences sur 5 continents, recevait des invitations d'universités prestigieuses et avait des articles publiés dans des revues internationales. Puis vint le diagnostic de sa mère. Cancer du pancréas, stade avancé. Le traitement expérimental n'était pas couvert par l'assurance. Lorraine vendit tout. La maison, la voiture, ses économies. Elle demanda un congé à l'université pour s'occuper de sa mère à plein temps. Le congé se transforma en licenciement lorsque son poste fut pourvu par un autre professeur. En 6 mois, elle passa de chercheuse respectée à serveuse sans emploi, avec des dettes dépassant un demi-million de $. « Vas-tu revenir enseigner ?» demanda sa mère, la voix chargée d'espoir et de culpabilité. « Oui, je le promets. » Lorraine embrassa son front. « Repose-toi maintenant. » Alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, Lorraine pensa à Charles Donovan. Il planifiait probablement déjà une forme de représailles. Les hommes comme lui n'acceptaient pas la défaite. Surtout pas face à quelqu'un qu'ils considéraient inférieur. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô ? Docteur Ray. » La voix avait un léger accent japonais. « Je m'appelle Kenji Tanaka. J'étais présent au restaurant hier soir. » Lorraine sentit son estomac se nouer. « Monsieur Tanaka. Je m'excuse si j'ai causé un embarras. » Embarras. Il l'interrompit avec un rire doux. « Au contraire. Vous nous avez évité de commettre une grave erreur. J'ai fait des recherches sur vous après l'incident. Votre parcours académique est impressionnant. » Lorraine s'arrêta de marcher. Comment savait-il pour son passé? Elle avait tout gardé discret, sans mentionner ses qualifications au travail. C'était plus simple ainsi. Moins de questions, moins d'explications douloureuses. « J'ai lu votre thèse sur les variations tonales du mandarin moderne, » continua Tanaka. « Brillant. Et votre analyse des emprunts linguistiques dans le cantonais contemporain est fréquemment citée dans nos cercles académiques au Japon. »« Merci, » murmura Lorraine, sans savoir où cette conversation allait. « Docteur Ray, mon entreprise étend ses opérations en Chine et nous avons besoin de quelqu'un qui ne parle pas seulement les langues, mais qui comprenne les nuances culturelles profondes. Quelqu'un capable de naviguer dans des environnements corporatifs complexes avec sensibilité et intelligence. Je souhaiterais vous proposer un poste de directrice des relations interculturelles. » Lorraine faillit laisser tomber le téléphone. « Monsieur Tanaka, je ne sais pas quoi dire. » »« Dites oui. Le salaire de départ est de 350 000 $ annuels, plus les avantages. Nous pourrons discuter des détails demain, si vous êtes intéressé. » Cette nuit-là, Lorraine ne put dormir. Elle resta à fixer le plafond, assimilant tout ce qui s'était passé. En 48 heures, sa vie avait complètement changé. Du désespoir à l'espoir. De l'invisibilité à la reconnaissance. Mais il restait quelque chose d'inachevé. Charles Donovan était encore là dehors, probablement en train de planifier comment la détruire. Elle connaissait les hommes comme lui. Il ne se reposerait pas tant que leur ego blessé ne serait pas restauré. Et elle avait raison. Le lendemain matin, la vidéo de l'affrontement au restaurant devint virale. Quelqu'un avait monté la scène avec sous-titres, contexte et même recherche sur le passé de Charles. Les licenciements massifs, les scandales du travail, les procès pour discrimination étouffés par des accords financiers. Le téléphone de Lorraine n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes souhaitant des interviews. Des émissions de télévision demandant des apparitions.
des universités proposant des conférences, même des maisons d'édition intéressées pour transformer son histoire en livre. Mais l'appel le plus important arriva 3 jours plus tard. Docteur Hay, ici Amanda Foster, du cabinet Foster et Associates. Nous représentons plusieurs victimes de pratiques discriminatoires de Donovan Industries. Nous aimerions vous inviter à témoigner dans une action collective que nous intentons contre l'entreprise. Lorraine écouta attentivement pendant que l'avocate expliquait. Des dizaines d'anciens employés, principalement des femmes et des minorités, avaient été licenciés injustement ou avaient subi du harcèlement moral. Mais personne n'osait témoigner ouvertement. Charles utilisait son influence et son argent pour faire taire toute opposition. Votre cas est différent, expliqua Amanda. La vidéo est une preuve irréfutable de son caractère. Et votre crédibilité en tant que chercheuse donne du poids à votre témoignage. Si vous acceptez, nous pourrons enfin le tenir pour responsable. Lorraine pensa aux personnes qui avaient tout perdu à cause de l'avidité de Charles. Aux familles détruites. Aux carrières ruinées. Elle avait le pouvoir d'agir. J'accepte, dit-elle. Les semaines suivantes furent intenses. Lorraine commença son nouveau travail avec Tanaka, impressionnant tous ceux qui la rencontraient par sa capacité à médiatiser des négociations complexes entre dirigeants américains et chinois. Elle ne traduisait pas seulement les mots, mais aussi les contextes, les intentions, les subtilités culturelles qui faisaient la différence entre un accord réussi et un échec embarrassant. En parallèle, elle se préparait pour le témoignage. Elle rassembla documents, preuves et témoignages. Chaque information qu'elle avait mentionnée au restaurant avait une source vérifiable. Elle n'avait rien dit par colère ou impulsion. Chaque mot était calculé, basé sur des années d'observation et de recherche. Car Lorraine avait un secret que personne ne connaissait. Elle n'avait pas choisi de travailler dans ce restaurant par hasard. Le Majestic Crown était fréquenté par des dirigeants, des politiciens, des personnes influentes. Et Lorraine, pendant 8 mois, avait tout observé et écouté. Grâce à sa maîtrise de 9 langues, elle comprenait des conversations que les gens croyaient privées. Affaires douteuses discutées en mandarin. Accords illégaux en russe. Confessions en français. Elle avait tout documenté discrètement. Pas par vengeance, mais parce qu'elle savait que le savoir est le pouvoir. Et qu'un jour, peut-être, ce pouvoir serait nécessaire. Charles Donovan n'avait aucune idée que, cette nuit-là au restaurant, il n'avait pas affronté seulement une serveuse intelligente. Il avait affronté quelqu'un plusieurs pas en avant. Quelqu'un qui avait transformé sa position de vulnérabilité en poste d'observation stratégique. Et maintenant, enfin, il était temps d'utiliser tout ce qu'elle avait appris. La veille du procès, Lorraine rendit visite à sa mère à l'hôpital. Elle allait mieux, le visage plus coloré, les yeux brillants d'une vie renouvelée. « Tu as l'air différente », commenta sa mère. « Plus légère. » Lorraine sourit. « Je me sens redevenue moi-même. Enfin. Et demain? Es-tu nerveuse? » Non, répondit Lorraine avec honnêteté. Je suis prête. Elle passa la nuit à revoir ses notes. Chaque détail devait être parfait. Il n'y aurait pas de place pour l'erreur. Charles tenterait de la discréditer, de la présenter comme une personne rancunière, comme une menteuse cherchant l'attention. Mais Lorraine avait quelque chose qu'il n'aurait jamais. La vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est présentée avec précision et intelligence, est imbattable. Alors que le soleil se levait sur la ville, Lorraine enfila son meilleur tailleur. Pas l'uniforme de serveuse. Plus maintenant. Elle se regarda dans le miroir et vit la femme qu'elle avait été et celle qu'elle redevenait. Docteur Lorraine Hay. PhD. Spécialiste. Survivante. Et aujourd'hui, témoin de la justice. Le tribunal était bondé. Des journalistes occupaient la moitié des sièges, les caméras pointées vers l'avant de la salle. Lorraine s'assit aux côtés d'Amanda Foster, les mains croisées sur la table. En face, Charles Donovan discutait avec son équipe de 5 avocats, tous vêtus de costumes coûtant plus cher que des voitures. Il jeta un regard à Lorraine. Un regard chargé de mépris et d'autre chose. De peur. Il savait qu'il perdait le contrôle du récit, mais croyait encore que son argent et son influence le sauveraient. Comme il l'avait toujours fait. Le juge entra, et tout le monde se leva. La séance commença avec les formalités légales, les déclarations préliminaires, les procédures qui semblaient interminables. Lorraine resta droite, le visage calme. Elle avait appris à contrôler ses nerfs pendant des années à présenter ses recherches devant des publics critiques. Ce ne serait pas différent. Lorsque son nom fut appelé, elle s'avança vers la tribune d'un pas ferme. Elle posa la main sur la Bible et jura de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. « Docteur Hay, commença Amanda, pourriez-vous nous parler de votre formation académique?
Lorraine prit une profonde inspiration. J'ai un PhD en linguistique computationnelle du Massachusetts Institute of Technology. Je me suis spécialisé en dialectologie sino-tibétaine, structure phonétique comparative et sémantique interculturelle. J'ai publié 2 ouvrages académiques et 17 articles dans des revues à comité de lecture. Je parle couramment 9 langues, dont le mandarin, le cantonais, le japonais, le coréen, le russe, le français, l'allemand, l'espagnol et l'anglais. Un murmure parcourut le tribunal. Charles se réajusta maladroitement sur sa chaise. Et comment quelqu'un avec vos qualifications a-t-elle fini par travailler comme serveuse? Demanda Amanda. Lorraine raconta la maladie de sa mère, les dettes médicales, la perte de son emploi à l'université. Sa voix resta ferme, mais une émotion sincère s'y lisait. La douleur transformée en détermination. Pendant 8 mois, j'ai travaillé au Majestic Crown, continua Lorraine. Et durant ces 8 mois, j'ai observé et documenté des conversations autour de moi. Des conversations que les gens croyaient privées parce qu'elles se déroulaient dans d'autres langues. L'avocat de Charles se leva immédiatement. Objection. C'est inadmissible. Elle espionnait mes clients. Le juge regarda Lorraine. Docteur Hay, ces conversations avaient lieu dans des lieux publics. Oui, votre honneur. Au restaurant, où toute personne comprenant ces langues pouvait entendre. Objection rejetée. Continuez. Amanda fit un signe, et un assistant commença à projeter des documents sur un grand écran. Docteur Hay, pourriez-vous expliquer ce que nous voyons? Ce sont des transcriptions de conversations que j'ai entendues et documentées, expliqua Lorraine. La première, du 17 mars, montre M. Donovan discutant avec des cadres russes d'un schéma de sous-facturation des importations et d'évasion fiscale. La conversation était en russe, et il ne savait clairement pas que je comprenais chaque mot. Charles devint pâle. Son avocat murmura quelque chose d'urgent à son oreille. La deuxième, poursuivit Lorraine, du 22 avril, montre qu'il offre un pot de vin à un fonctionnaire chinois en échange de permis de construire accéléré. La conversation était en mandarin. Le fonctionnaire a refusé, d'ailleurs. Il a dit qu'il ne faisait pas affaire avec des personnes sans principe. La salle explosa de commotion. Le juge frappa le marteau, demandant le silence. C'est un mensonge, cria Charles en se levant. Elle invente tout. Votre honneur, intervint calmement Amanda, nous avons les enregistrements audio. Le silence qui suivit fut absolu. Charles resta figé, la bouche encore ouverte. Des enregistrements? Demanda le juge. Oui, votre honneur. Consciente que les témoignages verbaux pouvaient être contestés, Docteur Hay a pris la précaution d'enregistrer discrètement les conversations. Elle a respecté toutes les lois étatiques concernant l'enregistrement dans les espaces publics. Je souhaite présenter les preuves. Pendant 40 minutes, le tribunal entendit la voix de Charles s'incriminer à plusieurs reprises. Chaque enregistrement était accompagné de la transcription en anglais, méticuleusement préparée par Lorraine. Aucune place pour l'interprétation ou le doute. Les mots étaient clairs, les intentions évidentes. Fraude fiscale, corruption, harcèlement, discrimination, représailles contre les dénonciateurs. La liste s'allongeait à chaque enregistrement reproduit. L'avocat de Charles tenta de soulever des problèmes techniques, de contester l'authenticité, mais Amanda était préparée. Analyse judiciaire, horodatage, métadonnées. Tout vérifiable, tout irréfutable. Docteur Hay, interrogea enfin l'avocat de la défense, n'est-il pas pratique que vous ayez décidé d'enregistrer ces conversations? Presque comme si vous prépariez un piège. Lorraine le regarda directement. Ce n'était pas un piège. C'était de la documentation. Quand on perd tout à cause de circonstances hors de son contrôle, on apprend à être prudent. On apprend à se protéger. J'ai documenté parce que je savais que des hommes puissants comme M. Donovan échappent rarement aux conséquences de leurs actes. Sauf si des preuves irréfutables existent. Mais vous admettez que vous aviez une motivation personnelle, que vous vouliez lui nuire. Ma motivation, dit Lorraine lentement, était de me protéger moi-même et de protéger ceux qui pouvaient être lésés par lui. Quand j'ai été témoin à plusieurs reprises de comportements illégaux et contraires à l'éthique, j'ai eu l'obligation morale de documenter. Pas par vengeance, mais pour la justice. La salle resta silencieuse. Même l'avocat de la défense sembla perdre son souffle. Amanda présenta alors les témoignages de 17 anciens employés de Donovan Industries. Tous confirmaient le schéma d'abus, de discrimination et de représailles. Tous avaient eu peur de parler auparavant. Mais maintenant, avec les preuves de Lorraine, ils se sentaient enfin en sécurité pour raconter leur histoire.
Une femme pleura en décrivant comment elle avait été licenciée une semaine après avoir dénoncé un harcèlement sexuel. Un homme de 60 ans raconta comment il avait perdu sa retraite lorsque l'usine ferma sans préavis. Une mère célibataire expliqua comment elle avait été forcée de travailler dans des conditions dangereuses sous menace de licenciement. Charles tenta de garder son calme, mais son visage trahissait tout. Colère, panique, et enfin, la compréhension que cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Lorsqu'il eut son tour de témoigner, il nia tout. Il qualifia les enregistrements de falsification. Il accusa Lorraine de vengeance personnelle. Il se présenta comme victime d'une conspiration élaborée. Mais sa performance fut faible. Hésitante. Pleine de contradictions. Quand Amanda le confronta avec des documents financiers corroborant les enregistrements, il ne sut répondre. Lorsqu'on l'interrogea sur des emails internes montrant sa connaissance des pratiques illégales, il prétendit ne pas s'en souvenir. Le jury n'acheta aucune excuse. 3 semaines plus tard, le verdict tomba. Coupable de toutes les accusations. Amende de 80 millions de dollars en dommages compensatoires et punitifs. 3 ans de prison. Interdiction permanente d'occuper des postes exécutifs dans des entreprises publiques. Lorraine était au tribunal lorsque la sentence fut lue. Charles ne leva pas les yeux vers elle. Il fixa le sol tandis qu'il était emmené par la sécurité. Dehors, une foule de journalistes attendait. Lorraine fit une brève déclaration. Cette affaire n'a jamais été une vengeance personnelle. Il s'agissait de responsabilité. Il s'agissait de garantir que les personnes en position de pouvoir ne puissent pas abuser de ceux qui dépendent d'eux. Il s'agissait de prouver que l'intelligence, la préparation et le courage peuvent vaincre l'argent et l'influence. Les caméras crépitèrent. Les questions fusèrent. Mais Lorraine se contenta de faire un signe de la main et monta dans la voiture qui l'attendait. Alors qu'elle s'éloignait du tribunal, elle regarda par la fenêtre la ville. Cette même ville où, quelques mois auparavant, elle servait des tables et était traitée comme invisible. Maintenant, elle avait non seulement changé sa propre vie, mais créé un précédent légal qui protégerait de nombreuses autres personnes. Elle prit le téléphone et appela l'hôpital. « Allô, maman ? Oui, c'est fini. Oui, nous avons gagné. Tout ira bien maintenant. » Et pour la première fois en 3 ans, Lorraine crut pleinement ces mots. 6 mois plus tard, Lorraine se trouvait sur une scène complètement différente. L'auditorium de l'Université de Columbia était rempli d'étudiants, de professeurs et de professionnels venus l'écouter parler de linguistique appliquée et de communication interculturelle. Les lumières s'éteignirent et un unique projecteur se concentra sur elle. Il n'y avait plus d'uniforme de serveuse. Plus de plateaux dans les mains. Lorraine portait un costume élégant, les cheveux relevés en un chignon professionnel, et tenait une télécommande contrôlant la présentation derrière elle. La communication, commença-t-elle, n'est pas seulement une question de mots. C'est une question de pouvoir. C'est une question de qui a une voix et de qui est contraint au silence. C'est une question de qui est entendu et de qui est ignoré. Le public était complètement absorbé. Lorraine cliqua sur la télécommande et une image apparut à l'écran. C'était le Majestic Crown, le restaurant où tout avait commencé. Il y a 1 an, je travaillais ici. Je servais de la nourriture à des personnes qui ne me regardaient même pas. J'étais invisible, malgré mon éducation et mes connaissances supérieures à la plupart des clients qui fréquentaient l'endroit. Et cette invisibilité n'était pas accidentelle. Elle était intentionnelle. Elle passa à la diapositive suivante. Des statistiques sur la discrimination sur le marché du travail. Des chiffres sur combien de personnes qualifiées étaient ignorées à cause de préjugés. La société nous apprend que certaines personnes appartiennent à certains lieux. Que l'éducation et l'intelligence ont une apparence spécifique. Et quand quelqu'un ne correspond pas à cette attente, cette personne est rejetée. Sous-estimée. Traitée comme inférieure. Lorraine fit une pause, laissant les mots pénétrer dans les esprits. Mais voici la vérité que les personnes arrogantes ne comprennent jamais. Vous ne savez jamais qui se trouve devant vous. Cette serveuse peut être docteur. Ce concierge peut être un poète primé. Cette réceptionniste peut parler cette langue. Et quand vous traitez ces personnes avec mépris, vous ne révélez rien sur elles. Vous révélez tout sur vous-même. L'auditorium éclata en applaudissements. Lorraine attendit que le silence revienne avant de continuer. Elle raconta son histoire. Pas avec amertume ou colère, mais avec clarté analytique. Elle parla de la nuit au restaurant, de Charles Donovan, de la façon dont un moment d'humiliation s'était transformé en tournant décisif. Mais elle parla aussi des autres personnes. Des 17 employés qui avaient témoigné. Des centaines qui avaient été lésés en silence au fil des ans. Mon histoire a eu une fin heureuse, admit Lorraine. Mais je reconnais le privilège que cela représente.
J'avais l'éducation, des ressources linguistiques, une caméra dans la poche. Combien d'autres personnes affrontent quotidiennement des humiliations sans ces outils? Combien doivent simplement accepter les abus parce que parler signifie perdre leur emploi? Perdre leur maison? Tout perdre? La salle resta silencieuse, pensive. C'est pour cela que j'utilise désormais ma plateforme. Pas pour célébrer ma victoire, mais pour rappeler que la justice ne devrait pas dépendre de la chance ou de circonstances exceptionnelles. Elle devrait être un droit garanti pour tous. Après la conférence, Lorraine fut entourée d'étudiants. Une jeune femme noire s'approcha timidement. « Docteur, je suis en 2e année de linguistique. Mais les gens continuent de me demander si je ne préférerais pas quelque chose de plus pratique. Ils disent que la linguistique n'est pas pour des personnes comme moi. » Lorraine prit les mains de la jeune fille. « Des personnes comme vous sont exactement ce dont la linguistique a besoin. Parce que vous comprenez ce que cela signifie quand la langue est utilisée comme outil d'exclusion. Vous pouvez la transformer en outil de libération. » Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes. « Merci. Vous ne savez pas combien cela signifie. » Mais Lorraine savait. Elle savait exactement. Plus tard dans la soirée, Lorraine rendit visite à sa mère. Plus à l'hôpital, mais dans une maison confortable que Lorraine avait achetée dans un quartier tranquille. Le traitement avait fonctionné. Sa mère était en rémission, plus forte chaque jour. Elles s'assirent dans le jardin, buvant du thé pendant que le soleil se couchait. « Tu as l'air heureuse », observa sa mère. « Je le suis », répondit Lorraine. « Mais c'est un bonheur différent. Il ne s'agit pas seulement de retrouver de l'argent ou du statut. Il s'agit de but. » Sa mère sourit. « Tu as toujours eu un but, ma chérie. Même quand tu servais des tables. Tu n'as jamais perdu qui tu étais. » Lorraine y pensa. Peut-être que sa mère avait raison. Ses mois comme serveuse n'avaient pas été du temps perdu. Ils avaient été un temps d'observation, d'apprentissage, de compréhension du monde d'une perspective que sa vie académique privilégiée ne lui avait jamais permis. « J'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui, » dit Lorraine. « Le doyen du MIT. Ils veulent que je revienne comme professeur titulaire. Ils veulent aussi créer un nouveau département de linguistique appliquée et justice sociale. Et ils veulent que je sois la directrice. Tu vas accepter? » « Oui, mais à une condition. Une partie du programme offrira des bourses complètes à des étudiants issus de communautés sous-représentées. Et nous allons créer des partenariats avec des restaurants, hôtels, entreprises de services. Des endroits où des personnes instruites, mais dans des circonstances difficiles, travaillent souvent. Nous offrirons des voies de retour vers le milieu académique. » Sa mère serra sa main. « Tu vas changer beaucoup de vies. » « J'espère. » Quelques semaines plus tard, Lorraine était dans son nouveau bureau au MIT. Les murs étaient encore vides, attendant les diplômes et certificats qu'elle n'avait pas encore déballés. Elle regarda par la fenêtre le campus, les étudiants marchant entre les cours, et ressentit une profonde gratitude. Le téléphone sonna. C'était Amanda Foster, l'avocate. « Lorraine, j'ai des nouvelles. La Donovan Industries est en train d'être vendue. Les actifs seront répartis, et une partie de l'argent ira à un fonds de compensation pour tous les employés lésés. Chaque personne ayant témoigné recevra entre 50 000 et 200 000 $, selon l'ancienneté et les dommages subis. » Lorraine ferma les yeux, sentant le poids de la justice enfin accomplie. Et Charles? Toujours en prison. Et probablement pour les 2 prochaines années. Sa réputation est détruite. Personne dans la communauté d'affaires ne veut s'associer à lui. « Je n'en retire aucun plaisir, » dit Lorraine honnêtement. « Mais je ressens la paix. Je sens que les choses ont été rétablies. » Après avoir raccroché, Lorraine ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire. Pas un article académique cette fois, mais un livre. Un livre sur son expérience, sur les leçons apprises, sur comment transformer l'adversité en but. Le titre était déjà décidé. Invisible, comment le préjugé aveugle et la dignité triomphent. Pendant qu'elle écrivait, Lorraine pensa à toutes les personnes qui luttaient encore. Servant des tables, nettoyant des bureaux, effectuant des travaux que la société considérait inférieurs, mais portant en elle des talents, des rêves et une dignité que personne ne voyait. Ce livre serait pour elle. Un rappel que les circonstances ne définissent pas la valeur. Que l'éducation et l'intelligence n'ont ni couleur, ni genre, ni classe sociale. Que la véritable mesure d'une personne ne réside pas dans sa situation lors d'un moment difficile, mais dans la façon dont elle garde son humanité au milieu de la tempête. Lorraine pensa aussi à Charles Donovan. Pas avec colère, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Il avait tout eu, richesse, pouvoir, opportunité, et avait choisi d'utiliser ses bénédictions pour diminuer les autres. Finalement,
Il avait tout perdu, non pas parce qu'il avait été vaincu, mais parce qu'il avait révélé qui il était réellement. Et c'était la leçon la plus importante de toutes. La dignité ne peut pas être achetée ou vendue. Elle ne peut pas être donnée ou retirée. C'est quelque chose que nous portons en nous, inébranlable, même lorsque le monde entier tente de nous convaincre que nous ne la méritons pas. Charles avait essayé d'acheter l'humiliation de Lorraine pour 200 000 $. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que certaines choses n'ont pas de prix. Et sous-estimer quelqu'un ne diminue pas cette personne. Cela ne révèle que la petitesse de celui qui sous-estime. Lorraine termina le premier chapitre et sauvegarda le document. Elle regarda à nouveau par la fenêtre, vers l'avenir qu'elle construisait. Un avenir où son histoire ne serait pas une exception, mais seulement le début de nombreuses autres histoires de dépassement et de justice. Parce qu'en fin de compte, la véritable revanche n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du tort. C'est de construire quelque chose d'aussi significatif, d'aussi impactant, que l'existence même de ce succès devienne la preuve qu'ils avaient tort. Et Lorraine, elle ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Des histoires comme celle-ci doivent être racontées, partagées et rappelées. Car quelque part, quelqu'un sert des tables tout en portant un doctorat. Quelqu'un est invisible tout en possédant une sagesse profonde. Et cette personne doit savoir. Sa valeur ne dépend pas de ceux qui peuvent la voir.